Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire et la Turquie renforcent leur coopération dans le domaine sanitaire. Une délégation de professionnels de la santé turque à Abidjan a rencontré le ministre Pierre Demba. La délégation a par ailleurs effectué des visites au CHU de Cocody et de Treichville. Ils se sont imprégnés du plateau technique de plusieurs centres en vue d'améliorer l'offre de soins. Que reste-t-il de la lagune de Biétry? Bien d'observateurs et experts en protection de l'environnement se posent la question. La belle lagune qui donnait tout son charme à ce quartier est en train de disparaître. La baie de Biétry menacée par les remblais anarchiques, c'est le sujet du dossier de ce 20h. Le jubilé d'or sacerdotal en pays Hatchan a été clôturé ce dimanche. La messe a été célébrée à la paroisse Saint-Vincent de Paul d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. Pour ce jubilé, la communauté catholique Hatchan a reçu la visite de l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Koutoua. Un autre attentat a-t-il été évité en Afghanistan? On pourrait répondre par l'affirmative. Les États-Unis annoncent avoir effectué une frappe aérienne défensive contre un véhicule chargé d'explosifs de l'État islamique ce dimanche à Kaboul. L'appareil américain a été lancé depuis l'extérieur de l'Afghanistan. Soyez les bienvenus sur RTI1. L'axe Yamoussoukro-Ankara se renforce. Les deux pays, la Côte d'Ivoire et la Turquie, réaffirment leur soutien dans le domaine sanitaire. Une délégation de professionnels de la santé turque à Abidjan a rencontré le ministre Pierre Demba. La délégation a par ailleurs effectué des visites au CHU de Cocody et de Treichville. Ils se sont imprégnés du plateau technique de plusieurs centres en vue d'améliorer l'offre de soins. Et Jean Atoubé, Godfrey Okambawa. Une délégation de professionnels de la santé turque en immersion au centre d'oncologie médicale et radiothérapie de Cocody. Il s'agit pour ces agents de santé de s'imprégner de l'état du plateau technique dont dispose ce centre afin d'améliorer la qualité des soins. La délégation s'est rendue ensuite au Centre national de cardiologie installé au sein du CHU de Treichville. Expérimenté avec un système sanitaire performant au plan international, ces professionnels turcs de la santé et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'accordent à travers un partenariat pour le traitement, la transplantation des reins, du foie et de la moelle osseuse. Nous avons reçu près de 38 patients dans ces 6 derniers mois, raison pour laquelle nous avons choisi la Côte d'Ivoire pour faire notre visite ici. Donc nous prévoyons de faire une coopération avec le ministère de la Santé en vue d'apporter un soutien à ces patients. Construire un système de santé performant favorable à la prise en charge des malades, un défi qu'entend relever Pierre Demba. Il souhaite à travers des échanges de pédagogie relever le niveau des professionnels de santé ivoiriens. La Turquie, qui est un pays qui allait très vite dans ce domaine, est un partenaire privilégié pour nous. Au-delà donc de pouvoir aller sur place, ils sont venus d'abord pour se faire une idée de ce que nos préoccupations ici. Ils vont examiner avec nos services les difficultés que nous avons, ce que nous faisons déjà, mais les difficultés que nous rencontrons et nos besoins donc de renforcement. Et je pense que par un partenariat bien étudié, nous pourrons avoir la formation de nos professionnels en Turquie et ici. Partenariat privilégié, la Turquie et la Côte d'Ivoire entendent assez leur coopération sur le traitement des malades du cancer du foie et des maladies chroniques. En Turquie, tout comme en Côte d'Ivoire, on reste mobilisés, soudés pour vaincre la pandémie de Covid-19. Voyons les chiffres du jour dans notre pays. Restons vigilants, le coronavirus continue de circuler. Ce 29 août, on dénombre en Côte d'Ivoire 252 nouveaux cas sur 5486 échantillons prélevés, soit 4,6% de cas positifs, 278 nouvelles guérisons et 5 décès enregistrés malheureusement ce jour. Au total, à la date du 29 août, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte 55 108 cas confirmés, 53 397 personnes guéries, 430 décès et 1282 cas actifs. Restons vigilants surtout, continuons de respecter les gestes barrières. Et le coronavirus n'aura pas eu raison de leur foi. Les pèlerins à Lourdes ont tenu l'édition 2021. Ils étaient au rendez-vous, bien sûr, pour la prière et les messes.
La ville de Lourdes, sachez-le, accueille chaque année plus de 3 millions de pèlerins issus de plusieurs pays. Prières, affaires, rythme, ce pèlerinage, mais en pleine pandémie, les chiffres d'affaires, vous le comprenez, baissent. Et c'est le cas dans l'hôtellerie. Lourdes, quand le Covid-19 fait fléchir les chiffres, c'est un reportage de nos envoyés spéciaux Sephora Zegui et Sam Kono. Située au pied des Pyrénées sur le Gave de Pau, la ville de Lourdes est la deuxième ville de pèlerinage dans le monde après Rome. Dans cette bourgade de 14 000 habitants cohabitent plus de 250 hôtels avec 18 000 chambres au total. Avec ses 3,5 millions de visiteurs par an avant la Covid-19, l'hôtellerie était l'attraction de la ville derrière le sanctuaire. Richard Perrosop est le blanchisseur de tous les hôtels de cette ville. La pandémie lui a fait perdre tout son personnel et a fait chuter son chiffre d'affaires. L'année dernière, on a perdu 60% du chiffre d'affaires, 60-70%. Et là, cette année, c'est encore pratiquement 50%. Voilà. Le hall de cet hôtel 3 étoiles ne désemplissait pas à cette heure de la journée. Aujourd'hui, c'est à peine 3 clients que la gérante a enregistré. Là, à cette période-là, quand même, on avait une centaine de personnes et on se retrouve avec une vingtaine de personnes. C'est une situation très compliquée. Il y a beaucoup de pèlerinages de diocèses qui ont annulé. Liliana Da Silva est employée dans cet hôtel depuis 4 ans et la situation sanitaire n'est pas à son avantage. C'était un peu compliqué, bien sûr. On a resté beaucoup de temps à la maison, mais en chômage. Et on a commencé en juillet. Bon, on va jusqu'à octobre normalement, mais c'est un peu compliqué. Cet autre hôtel de 4 étoiles employait plus de 60 personnes. Patrick Safford, le directeur général, nous explique les ajustements qu'il a dû effectuer pour garder ouvert l'un des 2 hôtels qu'il dirige. Alors sur les 2 structures, sur les 2 établissements, on était, si ma mémoire est bonne à peu près, on était sur une base de une soixantaine de salariés. Là malheureusement, nous avons dû réduire bien sûr nos coûts et puis nous adapter, vraiment réellement nous adapter. Puisqu'on est à peu près à une douzaine, entre 12 et 15 personnes pour faire fonctionner ces établissements. Voilà. Alors, il y a des aménagements que l'État a apporté, des solutions telles que le chômage partiel, ce qui fait que nous avons pu garder, entre guillemets, ce savoir-faire de nos personnels qui travaillaient avec nous en 2019. Lourdes, une ville qui tente de résister, même si plus de 1000 emplois ont été supprimés et 1500 nuitées annulées. Pour éviter d'ajouter une crise économique à la crise sanitaire, l'Office du tourisme de Lourdes a sa potion magique. Il y a un plan spécifique pour Lourdes, en fait dans la relance. Il y a Lourdes, les Dom-Tom et la Corse. Donc vraiment, on a un chapitre spécifique pour la destination, avec notamment les estivales de Lourdes. C'est tout un programme qui était sur l'été et avec des aides du gouvernement pour lancer du culturel, des manifestations, des concerts, du théâtre, voilà, des choses un petit peu dynamiques pour moderniser l'image de la destination. Il y a bien sûr beaucoup de subventions et d'aides qui sont proposées à tous les prestataires lourdais pour se moderniser, pour investir, pour le tourisme durable. Et tout ça, c'est fait avec le plan de relance notamment. La ville de Lourdes générait le même chiffre d'affaires que l'ensemble des sports d'hiver des Pyrénées. Alors, dans cette ville devenue la seconde ville hôtelière de France après Paris, on guette les premières lueurs de la disparition de la Covid-19. Et on vaincra assurément. On priera donc, on continuera de prier justement pour vaincre cette pandémie de Covid-19. Clap de fin du jubilé d'or sacerdotal en pays Atchan ici en Côte d'Ivoire. La messe de clôture a été célébrée ce dimanche à la paroisse Saint-Vincent de Paul d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. Pour ce jubilé, la communauté catholique Atchan a reçu la visite de l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Côtois. Le reportage de Grâce Kando. La procession de l'évangéliaire symbolise Jésus, parole de vie, qui siège au milieu de son peuple. Venus des 63 villages, les chrétiens catholiques du peuple Atchan sont en fête. Lieu choisi, la paroisse Saint-Vincent de Paul d'Abobo-Doumé dans le diocèse de Yopougon
pour célébrer la clôture du cinquantenaire du sacerdoce en pays Hatchan. On s'est engagé sans trop savoir où on allait. Et chaque jour que Dieu fait, on continue le travail et cela fait 50 ans. Mais ce travail, c'est une grâce de Dieu. Dieu t'associe à son œuvre. 50 ans après la sémence dans le village du Songonté, le peuple Hatchan comptabilise à ce jour 128 prêtres et 58 religieuses. C'est un nouveau départ pour nous. On a toujours évangélisé, mais on va continuer encore pour toujours prôner les valeurs d'amour, de réconciliation et de paix. Troisième prêtre du peuple Hatchan, Jean-Pierre Cardinal Coutois est revenu sur l'importance du prêtre dans l'Église catholique. Les prêtres reçoivent de Dieu la grâce qui les fait ministres du Christ Jésus parmi les nations. À ce titre, l'une de ses missions, c'est d'appeler ses frères et sœurs à vivre une vie d'unité et de fraternité, comme le Christ n'a eu de cesse de le faire durant son ministère. Cette mission, les prêtres Hatchan ne la mènent pas seuls, ils ont le soutien des cadres de la région. Les cadres du peuple Hatchan sont au cœur de la pastorale dans nos villages. Nous sommes aux côtés de nos parents pour construire une église nouvelle, avec nos faiblesses, certes, avec nos insuffisances, mais toujours derrière nos jeunes prêtres, nos religieuses, pour qu'ils aient un sacerdoce fécond. Et c'est notre mission aussi de porter témoignage. L'un des temps forts de cette célébration du jubilé sacerdotal en pays Hatchan, la passation de flambeau entre la première génération des prêtres et religieuses de 1970 à 1995 et celle de la deuxième génération de 1996 à 2021. Et ils ont aussi besoin de prières. Les membres de la Confédération des PME, PMI du BTP Côte d'Ivoire lancent la campagne de sensibilisation et de formation des artisans et des travailleurs du secteur informel. Objectif, inciter les PME, PMI à se faire enrôler pour bénéficier des différents projets financiers. Cette campagne qui a commencé vendredi dernier à Abidjan va continuer sur 3 jours. Nous rapporte Marie-Ange Kouakou et Dangui Dangui. À Djamé, 220 logements. Bamoni Frédéric est un mécanicien qui exerce dans l'informel depuis plusieurs années. Il rencontre de nombreuses difficultés telles que les déguerpissements parce qu'il n'a pas de lieu fixe. Nous n'avons pas de place réellement pour exercer notre métier. On a trop de difficultés. Avec chaque fois les déguerpissements, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Comme Frédéric, des artisans et des travailleurs du secteur informel traversent tous des difficultés. C'est pourquoi plusieurs d'entre eux se font enrôler pour bénéficier des avantages du projet d'appui financier de l'agence de coopération allemande GIZ. Beaucoup connaissent leur métier, mais ils n'ont pas le matériel pour pouvoir travailler. Alors, dans ce cadre-là, GIZ va les aider à travers Côte d'Ivoire PME. Donc aujourd'hui, nous faisons le lancement. Cette opération qui se déroule à travers le programme d'appui à la structuration des entreprises PAZ est une initiative soutenue par l'agence de coopération allemande GIZ. Elle va s'étendre sur tout le territoire. Tout à l'heure, au journal de 13h, au magazine du dimanche, Hamza Diaby a reçu le président du comité scientifique du 27e congrès postal universel, congrès qui s'est tenu du 9 au 27 août dernier ici à Abidjan. Lassina Konaté, qui est par ailleurs directeur de l'économie numérique et de la Poste, a évoqué les conclusions de ce rendez-vous mondial de la Poste. Voyons juste un extrait de leur entretien. Il faut savoir que lorsque le congrès s'est réuni, tous les 4 ans, il fait le bilan du cycle passé et définit les termes de la stratégie pour le cycle suivant. Et la stratégie qui a été adoptée au niveau d'Abidjan, ça s'appelle la stratégie postale d'Abidjan ou la stratégie mondiale d'Abidjan. Elle est basée sur une vision qu'on appelle la vision postale 2030. Et pris comme ça, c'est l'énoncé d'un certain nombre de directives qui peut amener tous les acteurs à jouer pleinement leur rôle. Mais de façon plus spécifique, cette stratégie est basée sur 3 axes stratégiques. Le premier pilier, c'est renforcer le rôle de l'Union postale universelle comme forum de coopération entre les États. 2,
de faire en sorte que l'Union postale universelle puisse fournir aux États membres des services, des technologies à des prix abordables. Parce que n'oubliez pas que derrière, il y a la notion de service postal universel. Et enfin, jouer le rôle de centre de connaissances au service des États membres. Que reste-t-il de la lagune de Biétry? Bien d'observateurs et experts en protection de l'environnement se posent la question. La belle lagune qui donnait tout son charme à ce quartier est en train de disparaître. La baie de Biétry est aujourd'hui défigurée du fait des remblais anarchiques. Le décor est peu reluisant. Il faut donc agir et très vite pour sauvegarder cette baie et surtout sa beauté. C'est le dossier de ce 20h signé Eugène Atoubé que je vous invite à regarder. Société ivoirienne de raffinage cire Avridi, commune de Port-Bouët. Dans le voisinage de la raffinerie Spintos, une entreprise de génie civil spécialisée dans la production de béton. Spintos et la cire sont en opposition sur une question qui porte sur leur rapport à la lagune qu'ils ont en partage. Les responsables de la cire crient à la menace du bassin d'épuration de la raffinerie à cause, disent-ils, du remblai effectué sur la lagune par le voisin. Le responsable de l'entreprise de production de béton s'en défend. Je ne remblais pas. C'est du fait de mon activité que le remblai s'opère. J'exploite, je tire le sable et je le revends. Le remblayage que j'ai fait, ça ne veut pas boucher la lagune. Ça pas. On dit qu'il y a les balises au large de l'eau. Il y a un gros tuyau qui est derrière ma clôture qui sert de refroidissement et de rejet des déchets. Je souhaite que la CIR et le ministère de l'Environnement qu'on ait une séance de travail pour conjuguer. À la CIR, comme dans le village, ce sont des remblayages, surtout anarchiques. Et la CIR a posé sa préoccupation, compte tenu de son barrage qui se trouve, que vous avez vu sur l'eau. Parce que ce barrage, s'il n'y a pas assez de tirants d'eau, dès qu'ils ont un problème, ça peut générer à tout cas l'inondation comme la pollution. Une question environnementale au sujet de laquelle le ministre Jean-Luc Assy a effectué une visite sur le site, objet de controverse. Le problème est plus sérieux qu'il n'y paraît. Selon les spécialistes, une alerte sérieuse. Ce que la réalité donne à voir du côté de Biétry est saisissant. Une bonne partie de la lagune a disparu à cause des fréquents remblais, réduisant du coup de façon drastique les zones de pêche sur cette étendue d'eau. L'eau là, vraiment, au milieu de Wafou, c'est l'eau là plus quand aller à zone 4 là-bas. Bon, maintenant ils sont venus draguer le coin. Donc ça veut que nous les pêcheurs, mais ça pêche. Donc les autres c'est de voir aussi. Dans les qu'on pêche avant puis on gagne là, ce n'est plus la même chose. C'est changé. Vous voyez le remblai de grande envergure qui va jusqu'à la pergola, jusqu'à derrière le 31e arrondissement, commissariat de police. Mais la lagune est fermée. Et c'est normal, il reste peut-être, je crois, 15 à 20 mètres pour laisser passer, n'est-ce pas, pour laisser passer l'eau. C'est devenu un bras. Or, c'était toute une lagune. Bien entendu, cela peut endommager la balise flottante de la CIR. C'est la cote d'alerte, préviennent les experts. Dans le village d'Abiabieti, le front lagunaire, en partie occupé par les habitants, a perdu de sa superbe. On ne voit plus que le fruit du passage des dragues. C'est un vrai désastre. Tout est déversé dans cette lagune. Il y a des déchets. Des milliers de poissons meurent dans cette lagune. Donc c'est vraiment une catastrophe écologique dont il faut tenir compte et qu'il faut vraiment que l'État puisse prendre des décisions de préservation dans un premier temps et puis de réaménagement ou d'amélioration de l'environnement. C'est une préoccupation que le chapeau avait déjà relevée. On a fait une étude et l'étude a proposé un plan d'action pour restaurer ces lagunes-là. Un plan d'action à 11 fiches projets. Dans ce projet, il y a aussi la sensibilisation des populations. Il y a les équipements qu'il faut acquérir. Si tous ces fiches projets pouvaient être financés, ça ne pouvait résoudre ce problème. Pour qui a connu le très célèbre réceptif hôtelier Le Wafou, peut avoir une claire idée de la tragédie que vit la lagune du côté de ce village. Là où il y avait les bungalows sur pilotis, plus d'eau. On ne voit plus que du sable, rien que du sable. La chefferie d'Abiabieti avoue que c'est à sa demande que la lagune a été draguée à des fins d'extension du village. En voulant faire l'extension, je pense qu'il y a les limites et nous sommes prêts à échanger pour voir où on doit s'arrêter et ce qu'on doit faire. Les gens pensent que
la chefferie en train de vendre le village ou bien ils sont en train de vendre, c'est pour vendre le terrain. Non, non, non. En fait, le village est petit. On dit le village partait jusqu'au CHU de Treichville. Tout ça, ça a été pris. Ils veulent faire un agrandissement, faire la construction. La question de l'extension du village d'Abia-Abieti, justement, a été au centre d'une rencontre entre la notabilité de ce village et le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Pour l'heure, Jean-Luc Assis a demandé la suspension des opérations du remblai, le temps pour le ministre de recueillir les préoccupations de toutes les parties, les riverains notamment, des opérateurs économiques exploitant la lagune à des fins touristiques. C'est avec eux qu'il a échangé. Et visiblement, ceux-ci regroupés en collectif n'approuvent pas l'action menée par la chefferie d'Abia-Abieti à l'argument qu'il la soupçonne de remblayer pour le compte d'une société immobilière. Une opposition qui a même pris des allures de conflit et au centre duquel le plan d'eau lagunaire. Les riverains ont même introduit une action en justice contre la chefferie d'Abia-Abieti. Nous, il n'est pas question d'empêcher les villageois d'éventuellement s'étendre, mais dans la mesure où ils respectent les règles imposées par l'État, ce qui n'a pas été fait, et en plus, ils ont le droit de faire des extensions devant leur village, mais en aucun cas venir impacter les riverains, leurs voisins. La Côte d'Ivoire, c'est un pays organisé. On ne peut pas donner donc des autorisations à des opérateurs pour venir donc fermer la lagune. Je ne crois pas à cela. Et donc, ces opérateurs, je pense qu'il va falloir donc les recenser et savoir effectivement s'ils ont reçu des autorisations. Et s'ils ont reçu des autorisations, quelle est la limite qu'on leur a donnée, pour que cette activité-là, on puisse arrêter là où on est arrivé, pour éviter donc le pire. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable invite les parties en conflit à trouver une solution concertée pour mettre fin à ce qu'il appelle les remblais sauvages. En attendant, la lagune continue de subir l'assaut dévastateur des dragues et celui des hommes qui ont fini de la transformer en réceptacle de tous les déchets. Voilà, il faut donc sauver la baie de Biétry en mettant fin au remblai anarchique. C'était le dossier réalisé pour vous par le chef de service société de la rédaction des RTI 1, Eugène Atoubé. Nous partons pour Tiasalé, où le maire Assalé Timoko a lancé hier samedi donc, la 3e édition des journées socio-culturelles et sportives de la ville. Cette journée vise à promouvoir la cohésion sociale et le développement dans cette ville de la région de la Nimitiassa. Jean Magagui. L'orchestre municipal en pleine vocalise, démonstration de danse du terroir. Voici un avant-goût de la 3e édition des journées socio-culturelles et sportives qui s'ouvre à Tiasalé. Une célébration qui vise à promouvoir les vertus de la culture, du sport, de la fraternité et de l'excellence dans la période des vacances scolaires. Autorités préfectorales et administratives saluent l'initiative. Moi, je suis une députée RHDP. Lui, il est arrivé à un député indépendant à l'Assemblée nationale. Et nous avons décidé de travailler ensemble. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'il y a la paix dans le pays. Et nous exhortons la population de Tiasalé à pratiquer la paix. Initiée en 2018, cette semaine culturelle est l'œuvre du centre de rencontre et d'écoute Assalé Timoko. Au regard de ce projet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité s'est engagé à apporter un appui financier aux élus dans leurs actions de développement. Un autre objectif est d'offrir aux enfants de la ville et des villages environnants quelques moments de rêve aux populations dans leur ensemble, quelques moments de récréation chaque soir pendant une semaine après les 10 journées de travail. Mais au-delà de tout, l'objectif que nous visons avec ces journées culturelles est de créer de la visibilité autour de notre ville. Il vous revient aux élus locaux d'initier donc des actions de développement afin de valoriser les terroirs et promouvoir la riche culture de leur localité. Les journées socio-culturelles et sportives de Tiasalé se tiendront du 27 août au 4 septembre 2021. Près de 10 000 participants sont attendus dans cette ville cosmopolite de la région de la Niébi-Tiassa. Coup de filet reçu de la police criminelle de Mans. Les fins limiers ont mis hors d'état de nuire un dangereux gang qui troublait le sommeil des habitants. Ce gang de 3 individus
armés attaquaient les domiciles, les commerces et les hôtels, mais ils ne séviront plus. Arrêtés et répondant de leurs actes devant les tribunaux. Le témoignage est signé Eve Bouy. Depuis la mi-juillet 2021, la direction régionale de la police criminelle de Mans a enregistré au moins 8 plaintes contre 3 individus armés d'une Kalachnikov et d'un fusil à canon scié, attaquant des domiciles, des commerces et des hôtels. Les investigations menées sous la direction du capitaine Beugre Dakouri ont connu un dénouement heureux. 3 individus sont appréhendés dans une maison située au quartier Oufouette-Ville de Mans. Ils opéraient de la façon suivante. Ces individus, la nuit, lorsqu'ils arrivent, surtout au niveau des commerces, immédiatement, ils ouvrent le feu sur la porte, ils la défoncent, ils rentrent dedans et ils prennent tout ce qu'ils veulent, comme marchandises, argent, téléphone, télévision et autres. Ils s'en vont et ils les vendent. Le butin trouvé dans leur domicile suite à une perquisition est constitué d'ordinateurs, de téléphones portables, de téléviseurs, de postes de radio, de bouteilles de gaz, de marchandises diverses, d'armes blanches, d'une Kalachnikov et de plus de 500 munitions. Précisons que la Kalash et les munitions ont été trouvées enterrées dans l'arrière-cour. Les malfrats arrêtés ont été déférés au parquet de Mans et seront poursuivis pour les faits d'association de malfaiteurs, vol de nuit en réunion à main armée, détention illégale d'armes à feu et de munitions. Il est bon de mentionner que dans les mois de juin et juillet 2021, la direction régionale de la police criminelle de Mans a mis aux arrêts 2 redoutables gangs de braqueurs et de coupeurs de route. Cette direction, qui couvre les régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavali, nécessite un apport en personnel et en matériel roulant. Un autre attentat a-t-il été évité en Afghanistan? Pour répondre par l'affirmative, les États-Unis annoncent avoir effectué une frappe aérienne défensive contre un véhicule chargé d'explosifs de l'État islamique ce dimanche à Kaboul. Cette frappe défensive de drone, selon le Pentagone, a permis de déjouer une attaque imminente de l'EI contre l'aéroport. L'appareil américain a été lancé depuis l'extérieur de l'Afghanistan. La menace terroriste est très élevée dans la capitale afghane 3 jours après l'attaque de l'aéroport. Voilà, je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec nos reporters Laure Goretti et Dangui Dangui. Les talibans n'accepteront pas la constitution d'un gouvernement en Afghanistan tant que resteront des soldats américains sur son sol, a déclaré le mouvement islamiste. Les talibans ont mis en garde également les États-Unis contre le maintien envisagé de forces américaines en Afghanistan au-delà de la date prévue du 31 août. Hissène Habré tire sa révérence à l'âge de 79 ans au Sénégal, où il purgeait sa peine pour les faits commis pendant son mandat. L'homme a gouverné le cadre d'une main de fer entre 1982 et 1990. Hissène Habré a été enterré ce jeudi en début d'après-midi à Dakar. Paris a appelé l'Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, son grand rival, à revenir au dialogue dans l'intérêt de la stabilité au Maghreb. Une explosion revendiquée par l'organisation État islamique a été perpétrée aux abords de l'aéroport de Kaboul, faisant au moins 72 décès parmi les civils, 13 morts parmi les soldats américains et 18 blessés. C'est l'attaque la plus meurtrière contre les forces du Pentagone depuis 2011 en Afghanistan. La police sud-africaine enquête sur l'assassinat de Babita Deokaran, une fonctionnaire du gouvernement de la région du Gauteng qui englobe Johannesburg. Babita Deokaran avait révélé la corruption autour de contrats publics frauduleux en lien avec le Covid-19. Dans le cadre de l'enquête sur sa mort, 7 personnes ont été arrêtées pour savoir si sa mort est liée à sa prise de position contre la corruption.
10 millions de personnes vaccinées en un seul jour contre le Covid-19 en Inde, un chiffre record selon les autorités de ce pays qui essaie de repousser cette nouvelle vague annoncée de l'épidémie. Le gouvernement indien espère vacciner 1,1 milliard de personnes avant fin 2021. Atou Matubouana, gouverneur du Congo central, et Wele Lufungula, celui de la Chopo, ont été mis à la disposition de la justice congolaise par l'inspection générale des finances congolaise. L'un soupçonné d'un détournement de plus de 5 millions de dollars et l'autre est accusé de tentative de détournement en complicité avec un ex-ministre. Et ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Mariette Alangba, supervisé par le rédacteur en chef Adam Koné. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très très vite.